Ce n'est pas un chaos silencieux. Il y a les voix de la destruction, les bombardements, les cris des personnes sont là, mais on ne les entend pas. Peut-être tu pourrais imaginer quelqu'un qui crie, qui gémit. Son cri est très fort, son cri est très fort. La douleur et le gémissement sont très forts. Mais les gens passent et ne veulent pas entendre. Une guerre, c'est un pays qu'on n'entend pas. Il n'est pas silencieux. C'est juste qu'on ne l'entend pas. Voilà le Yémen, je crois. À l'extrémité sud de la péninsule arabique, loin de tout, le Yémen compte ses morts, plus de 10 000. Ses déplacés, des millions. Il y a le choléra, la famine, l'exil pour beaucoup. Le Yémen est en guerre. Ils ne sont pas nombreux, les témoins extérieurs, à fouler la terre de cette Arabie que l'on disait autrefois heureuse. Le président du Comité international de la Croix-Rouge va traverser ce pays divisé et épuisé. Il sera une des seules autorités à pouvoir témoigner d'un conflit qui se réduit à un huis clos misérable. Ce voyage s'annonce délicat. Il débutera dans le sud, à Aden, capitale qui ne l'est pas tout à fait, pour s'achever 350 km plus au nord, à Sanaa, capitale qui ne l'est plus vraiment. À mi-chemin, au cœur des hauts plateaux, il y aura Taez, la ligne de front. J'ai depuis 2 ans, quand je suis venu la première fois au Yémen, pensé que la communauté internationale sous-estime largement le potentiel de déstabilisation, de peine, de souffrance de la guerre au Yémen et a essayé d'écarter un peu ce pays au 2e et 3e rang de l'attention. C'est la raison pour laquelle je suis venu aussi avec conviction dans ce pays pour essayer de rééquilibrer un peu ce décalage entre attention internationale et besoins humanitaires. Peter Maurer est aujourd'hui l'une des seules personnalités à pouvoir parler à tous les acteurs du conflit, des autorités légitimes jusqu'aux miliciens de tous bords. Le temps de cette traversée du sud au nord, la guerre sera silencieuse, mise entre parenthèses, comme suspendue. Le temps de 6 jours menés à vive allure, ce voyage plongera au cœur d'un conflit dont on ne sait quasiment rien. Tout a commencé le 21 septembre 2014.
À la surprise générale, les Houthis, une organisation politique armée et religieuse chiite, s'emparent de Sanaa, la capitale. Ils déclarent mener une révolution contre la corruption et l'injustice du gouvernement. La bataille était claire, parce que les Houthis reçoivent le soutien des forces militaires restées loyales à Ali Abdallah Saleh. L'ancien président pense avoir trouvé la formule pour se venger de tous ceux qui l'ont poussé à la démission lors du printemps arabe de 2011. Le président nouvellement élu, Mansour Hadi, est dépassé. Il doit s'enfuir dans le sud du pays. Les rebelles poursuivent leur progression dans le territoire. Le 25 mars 2015, à la demande du président Hadi, l'Arabie saoudite forme une coalition militaire et lance l'opération Tempête décisive. Il s'agit de restaurer l'autorité du président et de mater les putschistes. Le Yémen est désormais partagé en au moins 2 territoires. Un premier, au nord et sur une large partie des côtes de la mer Rouge, tenu par les rebelles Houthis. Un second, au sud et dans l'est, contrôlé par les forces loyalistes et la coalition dirigée par l'Arabie. Dans les hauts plateaux, Taïz marque la ligne de front. Al-Qaïda et d'autres groupes djihadistes profitent du chaos politique pour consolider leur présence. Aden est devenue officiellement la capitale provisoire du gouvernement en exil. La grande métropole du Sud est toujours marquée par les très violents combats qui ont opposé les Houthis à la coalition dirigée par l'Arabie. Battus, les rebelles ont dû rebrousser chemin vers le nord du pays. À Aden, la guerre est en sommeil depuis des mois. Mais les infrastructures de base sont toujours en cours de réparation, comme la principale station d'eau potable. The distribution system, is it still relatively intact or are there a lot of damages to They it? have damages, and the main problem here, the local water corporation, they don't have the financial To repair? to repair the Yeah, things yeah. here because of the political crisis. Yeah, yeah. What about Cette station a été touchée par des tirs de roquettes. Et l'eau distribuée est toujours en partie insalubre. Aden est situé au bord de l'océan Indien. Alors toutes les options sont discutées pour proposer aux millions d'Adénites un accès régulier à l'eau potable. So tell me again, desalination, is it an option you are seriously considering now Yeah, here? they have a study by MWH. There is one consultant. Who has the technology for desalination? Who is going to build that? The Emiratis or the Saudis? They have in the plan, but they don't decided if they will go for desalination Yeah, or yeah, not. yeah. That they have in the study about this, but still they don't decide about Yeah, yeah. that one. Okay, And we don't know who will of course. sponsor for Yeah, that yeah. one. Yeah. Still, a lot is open. Yes. Shall we? Sure. La bataille d'Aden a duré 4 mois. La ville a connu les combats de rue, les frappes aériennes et maritimes. Aden poursuit sa reconstruction et désormais, la guerre s'y joue par procuration, dans les dispensaires et dans les hôpitaux. La ligne de front est à plusieurs centaines de kilomètres plus au nord. Mais la destruction des infrastructures sanitaires impose aux blessés d'être rapatriés ici pour s'y faire soigner. The range of people, where are they coming from? More from the front line, front line,
We have in the government Abiyan and Abdallah and Lahaj and Taiz sometimes in Taiz. And more in less in Aden. But more wounded is from for And you have unexploded ordnance, mines as yes, well? we have the mines, we have the blast, and we have the gunshots. Yeah. These are the three kind we receive from front line mainly. And what is an average of patients, emergency patients coming in? Bi-weekly, we have like 250 cases every week. Yeah. It's a lot, yeah. Dès le début de la guerre, des groupes de résistance populaire se sont formés pour combattre les rebelles Houthis aux côtés des forces armées. Au début, on a attaqué les Houthis. Oui, on les a attaqués. Dieu merci, nous avons gagné. Gloire à Dieu. Alors qu'on s'avançait dans leur village petit à petit, j'ai grimpé sur la voiture. Nous descendions la vallée, on avançait vers eux, et là, le véhicule a explosé sur une mine. Ma jambe s'est fracturée et des amis ont été blessés. Je combats les Houthis depuis 2015 et grâce à Dieu, je les combattrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je me battrai contre les chiites pour la gloire de notre religion. Le Yémen s'est toujours tenu à l'écart des conflits religieux. Mais cette guerre-là a modifié la donne. L'Arabie saoudite, sunnite, suspecte l'Iran, son ennemi juré, de soutenir les rebelles Houthis, chiites. Le Yémen est devenu, un peu malgré lui, le terrain où s'affrontent à distance ces deux puissances régionales. Et le conflit a pris une tournure confessionnelle totalement inédite. Je combats les Houthis car ce sont des chiites. Ils insultent le prophète et ses compagnons. Je suis prêt à aller les combattre, dans leur fief, à Saada. C'est eux qui ont commencé, mais on les frappera 2 fois plus fort. C'est eux qui sont venus chez nous. C'est eux qui ont commencé à se rebeller au Yémen. Ils sont sortis de leur grotte, alors on les y remettra, si Dieu le veut. C'est un combat entre sunnites et chiites. Je les combats parce qu'ils sont chiites. C'est seulement une guerre de religion. C'est une guerre pour la religion et pour la terre. Et nous, on les combat pour notre religion, pour nos terres et notre honneur. Même si je sors d'ici en béquille, je retournerai me battre avec l'aide de Dieu. Soit je chasse les Houthis d'ici, soit je tombe en martyr. J'ai passé à Aden, comme vous le savez, il y a 2 ans. Donc, à revenir sur Aden, c'est un sentiment un peu mitigé. On voit quand même que les signes de la guerre sont extrêmement visibles encore. On sent par l'histoire des patients qu'on rencontre que la ligne de front est toujours active, qu'elle est tout proche d'Aden, que chaque jour, il y a des gens blessés qui entrent à cet hôpital, il y a des combattants blessés qui entrent, des civils blessés, il y a des adversaires des 2 lignes de front qui entrent à l'hôpital, donc on est très proche du conflit. Loin de l'hôpital, l'écho de la ligne de front disparaît. Aden a des allures de capitale fantôme. Car les autorités reconnues par la communauté internationale préfèrent le calme de l'Arabie, d'où, à distance et sous le contrôle de leurs puissants alliés, ils essayent de piloter ce qu'il reste du pays.
Dans les rues, la vie reprend son cours. On ne dit pas que c'est une amélioration à 100% de la situation, certainement pas. Tant que les armes seront accessibles, il y aura des problèmes. Mais il y a des efforts qui sont en train de se faire. Par les chefs de la sécurité, par les gouvernorats, par les ministres. Ils font tous beaucoup d'efforts pour améliorer la situation ici et qu'on se sente en sécurité. Mais grâce à Dieu, même s'il nous manque beaucoup de choses, notre situation est bien meilleure qu'ailleurs. Quand tu vois Aden et quand tu vois ce qui se passe dans le pays, à Abyan, à Larj, à Darlé, à Taez, à Sanaa, tu verras que nous, ici à Aden, on se porte mieux. À votre avis, qui est le plus fort aujourd'hui au Yémen ? Les pouvoirs sont variés, il y a le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire est divisé. Il y a la résistance, la garde républicaine, la garde présidentielle, la sécurité politique. Il y a beaucoup de forces. Pour la politique, c'est pareil, c'est divisé. Par exemple, à Aden, il n'y a pas de vraie force politique. À Aden, il n'y a pas de parti. Il y a quelque chose qui s'appelle la résistance. Dans le nord, il y a des putschistes qui contrôlent tout. Mais il n'y a pas de parti. Non, 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 non. Une force politique qui contrôle le Yémen, il n'y en a pas. Il n'y a que des groupes militaires, tribaux. Mais il n'y a pas de force politique jusqu'à maintenant. S'il y en avait une, la balance aurait penché en faveur d'un camp ou d'un autre. Mais ce n'est pas le cas. Au Yémen, personne n'est vraiment fort, mais personne n'est totalement faible. Et ce gouvernement quasi invisible commence à être accusé de tous les maux. Faiblesse, corruption. Alors la guerre pourrait bien se terminer ? Que de nouvelles tensions ne manqueraient pas de surgir. Taez est à moins de 200 km au nord d'Aden. Les paysages défilent, les terres semi-désertiques du Larj, les contreforts de Tourba plus au loin. Le président du comité international de la Croix-Rouge veut plonger au cœur même de cette ligne de front, une des plus violentes au monde. Il est venu apporter son soutien à une population assiégée et privée de tout. Je pense que c'est important que je puisse aussi me rendre compte moi-même des difficultés sur le terrain, de la complexité des différents acteurs sur la ligne de front, de la difficulté de négocier les accès, d'avoir des échanges aussi autour de Taez, à Taez, avec différents acteurs au conflit. Avec Alep, avec Mossoul, Taez reste un peu cette ville emblématique de ligne de front dans les conflits. À près de 1500 mètres d'altitude, les cultures en terrasse marquent l'entrée dans la province.
Thèse n'est plus qu'à quelques kilomètres. Mais d'un coup, le convoi s'arrête. Director of Security. Very nice meeting you. The consultant for the governor. Very nice meeting you. Il y a tous ceux qui contrôlent la ville, officiellement et officieusement. Parce que tous les guerriers que compte le Yémen sont là. Bérets rouges, foulards noirs. La scène est surréaliste. Il y a là, autour de cette personnalité venue voir de ses yeux ce conflit, des membres d'Al-Qaïda, de l'État islamique et des miliciens salafistes. Quelques militaires complètent le tableau. Voici le Yémen d'aujourd'hui. Une coalition contre nature de combattants et de djihadistes qui se sont trouvés un ennemi commun, les Houthis. Ce drôle d'attelage accompagne maintenant le convoi vers le centre de la ville. Ce déplacement a demandé des semaines de préparation. Une trêve a été décrétée. Elle sera de quelques heures ou de quelques jours, personne ne le sait. Mais les risques sont toujours présents. Un tir de sniper ou de roquette. Le silence de la ligne de front peut être rompu à tout moment. Thèse a vécu sous un déluge de feu pendant 2 ans et demi. Prisonnière des frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie et des batailles de rue. Thèse n'est plus qu'un amas de ruines, de poubelles en feu et de chiens errants. Les infrastructures civiles, ici comme dans tout le pays, ont été totalement détruites ou sont toujours très endommagées. And this was the only electricity station. And you were not able to rehabilitate and Now, in this case, we need help, huh? yeah, of course. As you say now, yeah, every room is burned. Les miliciens et les djihadistes collent au plus près de la délégation. Se montrer, c'est aussi afficher sa force. Is on the shelling. Yeah. محمد هذا الضربات مليتار هذا كم ضرب؟ كم ضرب قذائف؟ So the mountains are still under control of. No. Now, yeah.
It is under resistance. Arif Yamil Vice President. He was the leader of Sadr resistance. Le siège de la ville est en partie levé, oui. Mais les Houthis contrôlent toujours des massifs montagneux dans le nord. Les combattants ne sont pas loin. La visite est menée au pas de charge. Par sécurité, il ne faut pas s'attarder. Taïz était la capitale de l'éducation et de la culture. Elle est devenue un enjeu stratégique de cette guerre. Car tenir la ville, c'est se réserver un accès direct vers le nord et vers le sud du pays. Aujourd'hui, les rues sont saturées de misère. Beaucoup d'habitants vivent de charité ou mangent les déchets ramassés dans la rue. Peter Maurer arrive au cœur des destructions. Les chemins et les talus de terre sont toujours minés. Il ne faut pas quitter la route goudronnée. Il ne promet rien. Il est là pour voir et pour écouter. We have So even the water, there was no drinking water. We were forced to drink from the rain directly. It was not clean. But our situation now improved, but we still under the shield. يعني كم سنتين ونص. Since the beginning of the conflict. And a shell landed in my house. Killed my nieces. Ainsi va la troisième ville du Yémen, en partie coupée du monde extérieur. Et livrée à des combattants d'Al-Qaïda, de l'État islamique, à des miliciens salafistes. Côte à côte, ils échangent. Ils jouent pour l'instant la carte de l'unité. Mais demain, Taïz pourrait facilement basculer dans la lutte des clans. La nuit a été courte. La délégation n'a passé que quelques heures sur la ligne de front, sous bonne escorte, avec interdiction de sortir. Au petit matin, au troisième jour de ce voyage, tout le monde se met en route vers Sanaa, la capitale des rebelles, la destination finale de cette traversée. This is also for Sanaa. C'est un long voyage, beaucoup de routes, parce que la route ne serait pas aussi longue s'il n'y avait pas de ligne de front qu'il faut non seulement directement traverser, mais qu'il faut contourner. Donc c'est 4 heures de plus de route pour un trajet qui autrement pourrait se faire en 5 minutes. C'est la réalité du terrain.
Après avoir franchi plusieurs checkpoints, et pour éviter la ligne de front toujours active, il faut contourner Taïs par le sud, puis par son flanc est, à travers des chemins de montagne. Sur ces pistes réservées aux chèvres et aux mulets, les voitures se frôlent. Il faut rouler au pas, avec prudence. Anticiper les virages et l'arrivée soudaine d'un camion. La pluie est une menace permanente. Elle peut inonder les pistes de terre en quelques minutes et provoquer des éboulements, prenant alors au piège ceux qui s'y trouvent. ايش في سيارة ليش؟ سيارة نازل بابور طالع. بروبليما سيبها من هنا هيا قبل ما يرجعوا À pied, un passeur ouvre la voie. Ok, donc là on est sur un des derniers checkpoints de ce côté-ci, on va passer de l'autre côté. D'accord. L'autre côté, c'est le territoire des rebelles. Everything's okay? It's a couple, one or two, and then we cross over. But you won't see any difference because they dress the same way and anyway. On peut filmer ou pas là? Pas les checkpoints, hein? Ou alors sois vraiment conservateur. Vois avec Adnan. Tu vois avec Adnan, si Adnan te dit vas-y, vas-y pas, ok? C'est une question de feeling à ce moment-là, ok? Le passeur doit s'arrêter là. La délégation quitte les zones contrôlées par les forces gouvernementales. Le passage s'est fait en douceur, devant les slogans verts et rouges de la rébellion. Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël. Les Houthis sont là, l'arme à la main. Ils tiennent tout le nord du pays d'une main de fer. Leurs opposants ont le choix entre le silence ou l'exil. Sanaa n'est plus très loin. Je me rends dans une des capitales du Yémen. On sait très bien que il y a des capitales formelles, il y a des capitales informelles, il y a des capitales politiques. Sanaa, quand même, est une capitale importante dans le pays. Ce que j'évite en tant que président du CICR, c'est de donner l'impression comme quoi on reconnaîtrait l'une ou l'autre des capitales comme la capitale primordiale. Le voyage dernier que j'ai fait, je l'ai commencé à Sanaa, je l'ai terminé à Aden. Ce voyage ici, je le commence à Aden, je termine à Sanaa. Donc,
Dans les soucis d'équilibre et de chorégraphie, on fait en tant qu'humanitaire. Peter Maurer s'initie la dernière étape de son voyage. Après avoir parlé aux représentants du gouvernement en exil à Aden, échangé avec les chefs de guerre de Taez, il doit s'entretenir avec les rebelles, les Houthis. Mais de toutes ces discussions, nous ne saurons rien. La force de ce président est aussi là, la discrétion. La guerre est partie d'ici, de cette ville perchée à 2300 mètres. Après une bataille éclair, les rebelles ont pris le contrôle de tous les ministères. Pour le pouvoir légitime, il s'agit d'un coup d'État. Pour les rebelles, d'une révolution contre la corruption du gouvernement. Les slogans des Houthis décorent Bab el-Yémen, la porte d'entrée dans la vieille ville millénaire de Sanaa. Sur les marchés, cohabitent comme des reliques les portraits de ceux qui ont établi une alliance improbable pour renverser l'autorité légitime du président Hadi. Abd al-Malik al-Houthi, le chef des rebelles, et Ali Abdallah Saleh, l'ancien président balayé par la révolution de 2011. Chacun des deux prétendait à un pouvoir sans partage. L'alliance a volé en éclats. L'ancien président a terminé sa course politique le 4 décembre 2017, dans la benne d'un pick-up, le crâne fracassé. Seuls aux commandes, les Houthis n'ont pas fléchi, loin de là. Ils contrôlent toujours près de 30% du territoire. Abd al-Malik al-Houthi, le chef de la rébellion, a ses partisans nombreux et ses opposants nombreux aussi. Mais au-delà des débats sur révolution ou coup d'État, tout le monde redoute la même chose, les bombardements de la coalition. Allahu Akbar. Regardez ces destructions. Ils ont frappé avec une bombe à 10h moins le quart, alors que les gens allaient au travail. Tous ceux qui étaient en bas, ceux qui étaient là-bas, ceux qui travaillaient sur le chantier, les ouvriers qui étaient sur le toit, ils sont tous morts. Les gens couraient sans réfléchir. On marchait avec la peur au ventre. On se demandait si on allait arriver chez soi ou pas. Vous marchez avec la peur, parce que les bombes tombaient. Regardez le bâtiment, il a été frappé en haut, et des parties se sont effondrées. L'attaque, je l'ai vue de là-bas. J'ai failli mourir. J'étais sous le balcon avec la poussière des débris de pierre. J'ai failli m'étouffer.
C'est une douleur très forte, très triste. C'est la mort, la mort. Pourquoi les Saoudiens ont frappé ici? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il n'y a que des femmes et des enfants ici. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de missiles. Des gens sont morts, des innocents, des femmes, des enfants. Même à minuit, ils bombardaient. Les avions de l'agression américano-saoudienne nous ont frappés. Les frappes aériennes n'épargnent personne. La moitié des victimes de cette guerre sont des civils. Celui-là, là-bas, a gardé les traces de la destruction. Le quartier a été détruit en entier. On a enlevé un certain nombre de corps ici. Il y a eu des morts, des blessés, femmes et enfants. Les femmes et les enfants sont même sortis dévêtus. Ils fuyaient tellement ils avaient peur. Ce sont des restes de l'agression. Des bombes. Et encore d'autres bombes. Vous craignez une autre frappe? Elle sera même pire. Ils frappent toujours d'ailleurs. Les marchés, les infrastructures, les projets, ils ont tout frappé. Ils ont frappé tous les édifices du Yémen. Qu'est-ce qu'on leur a fait? A-t-on commis une erreur? Les a-t-on agressés ou quoi que ce soit? Que voulez-vous? Qu'on laisse nos maisons et qu'on parte? On a subi, on a fui, et au final, on est revenu chez nous. Un peuple faible, un peuple pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'attendez-vous de la communauté internationale maintenant? Qu'ils se réveillent, qu'ils regardent le peuple yéménite avec un regard humain. C'est la moindre des choses. Mais pour moi, ou même pour un grand nombre de Yéménites, le monde ne voit rien. C'est comme si on ne faisait pas partie de ce monde. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Yémen demain soit sur la une des journaux. C'est aussi un fait de réalisme politique que les crises qui arrivent à la une des journaux, ça reste les crises qui touchent les grandes puissances du monde. Et le Yémen touche les grandes puissances du monde seulement en partie. Et donc, on a seulement en partie une attention de cette communauté internationale. La guerre s'enlise dans une indifférence générale. Elle paraît sans issue. Elle est déjà sans merci. Au grondement des avions de chasse dans le ciel, s'est ajouté un mal silencieux que les Yéménites croyaient disparu depuis longtemps. C'est pour le choléra? Oui, ce sont des patients positifs au choléra. Ils souffrent de grave déshydratation. C'est à cause de l'alimentation. Parce qu'ils ne lavent pas bien la nourriture. Et l'eau qu'ils boivent n'est pas propre.
Ces patients sont tous pauvres, et les gens au Yémen sont pauvres. La guerre au Yémen ne donne rien au peuple. Pas d'argent, pas de salaire, rien du tout. Et pas de médicaments non plus. Ce patient est venu dans cet hôpital, mais nous n'avons pas de médicaments pour lui. C'est la guerre. Les fournitures n'arrivent pas non plus de l'étranger. Ils ne nous donnent rien. Suite aux explosions, j'ai cru que j'allais mourir. C'est grave, j'ai eu une diarrhée aiguë. Je suis venu me faire soigner. J'ai été malade avant, et je suis sorti de mon propre chef. Et quand je suis revenu, ils m'ont pris en charge. Et Dieu merci, là ça va. Il y a un lien entre la guerre et le choléra? Évidemment, c'est cette guerre qui nous a amené tous ces problèmes. Ça a touché aussi bien les jeunes que les vieux. Ça nous affecte, parce que quand on respire ce que rejette le missile dans l'air, ça gratte les narines et la douleur est insoutenable. Qu'en pensez-vous, docteur? Ce ne sont pas par les bombardements que... Oui, je lui ai dit que le choléra ne vient pas des bombardements. Mais il pense que tout est à cause de la guerre. Tout ce qui arrive au Yémen est à cause de la guerre. 1 million de personnes sont affectées par le choléra. Cette épidémie est la plus importante au monde. Le ministère de la Santé n'a rien du tout. Il ne nous donne rien. Si je veux des traitements ou des médicaments, ils nous le disent qu'ils n'en ont pas. Parce que personne ne nous soutient, même pas le ministère de la Santé. Ils n'ont rien. Ils ne nous soutiennent pas. Vous vous sentez seul? Oui, nous sommes seuls, vous savez. Personne ne nous aide. Il faut nous aider. Il faut aider le Yémen, s'il vous plaît. Tout le monde devrait regarder la population du Yémen. Jusqu'à quand la guerre va continuer? À l'extrémité sud de la péninsule arabique, il y a une guerre. Le Yémen est dévasté. Il fait face à la plus grande crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Yémen, malheureusement, est un contexte qui montre à chaque mètre carré ce que nous arrive s'il y a violation systématique de tous les côtés. C'est les civils qui souffrent, c'est les infrastructures qui se détruisent, c'est les systèmes de santé, les systèmes sociaux qui se détruisent. Et puis en fin de compte, le monde tout d'un coup semble être surpris qu'il y a épidémie de choléra, qu'il y a problème de migration globale, alors qu'à l'origine de tout ça reste quand même cette violation du droit international humanitaire, des normes et des principes, et cette violence sans borne qui fait que cette société est détruite à fur et à mesure que la guerre avance. Le président du Comité international de la Croix-Rouge quitte le Yémen. Au même moment, Sanaa est frappée au moins 4 fois par les bombes de la coalition.